ce qui ressort, je trouve, de vos trois interventions, c'est, enfin, une des choses qui ressortent, et je fais confiance aux autres pour identifier d'autres questions, mais c'est l'importance du collectif, de la concertation, qui aide à réduire les incertitudes au mieux, mais au moins au minimum à les rendre supportables. Alors il y a sans doute pour expliquer cela l'effet psychologique de voir que l'incertitude n'est pas liée à une incompétence. Je me mets à la place d'un soignant, mais qu'elle est partagée avec d'autres et qu'il y a une certaine égalité ou une certaine solidarité devant l'incertitude qui naît du fait qu'elle est partagée au sein de groupes de discussion, etc. C'est la première explication que je vois, mais quelles explications chacun de à partir de vos travaux respectifs, vous pourriez donner pour expliquer cette importance du collectif pour rendre supportables les incertitudes? Ça, ce serait une première question. Ensuite, j'aurais éventuellement une remarque qui pourrait se transformer en question, mais si déjà on peut essayer de travailler là-dessus dans un premier temps, ce serait intéressant. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être, oui, alors je complète un peu ma question, je la prolonge. Peut-être Jean-Philippe, est-ce que tu peux revenir sur cette phrase aussi intéressante que complexe de ta présentation? On assiste donc à un tournant contextualiste et pragmatiste qui se traduit par une éthique qui adopte le point de vue de la gouvernance des processus sociaux consistant à tenter une transformation des formes d'autogouvernement du collectif pour les rendre plus justes et plus conformes au bien commun. Peut-être que dans le prolongement de ma question, tu pourrais essayer d'expliciter cette phrase. Voilà. Oui, oui, oui. C'était pour rester dans une. Désolé pour cette phrase un peu longue, mais c'était pour rester dans un format euh, supportable de PowerPoint. Mais euh, oui, en fait, je crois que dans une perspective comme celle des pragmatistes ou de Dewey par définition, euh, le collectif, le fait que les questions soient abordées par des collectifs est presque un constat de base, j'allais dire, qui fait partie à la limite de son ontologie, de sa manière enfin, de considérer la manière dont on est et dont on pratique. Donc ça, c'est une première chose. Et donc cette formulation euh, prend ça d'une certaine manière au pied de la lettre en se disant que justement, plutôt que une éthique de l'application de référentiels de valeurs, etc., euh, l'éthique telle qu'elle dérive de cette approche est toujours quelque part une démarche collective, une démarche de réflexion collective sur les incertitudes, les troubles, les questions que pose la pratique. Voilà, c'est une réponse. Enfin, alors, oui, oui, alors c'est une réponse un peu donc, euh, et donc l'idée d'autogouvernement des collectifs, c'est que effectivement, on se trouve en permanence aujourd'hui devant des collectifs plus ou moins importants. Euh, dont en fait l'enjeu est une réflexivité à propos de la manière dont ce collectif affronte les problèmes. Je veux dire, oui, comment affronte-t-on, comment gère-t-on comme collectif les problèmes qui nous arrivent, les questions qui nous sont posées, et une série des choses qui ont été évoquées par les deux autres exposés. Donc, finalement, la réflexion éthique porte alors là même sur la configuration du collectif. C'est-à-dire quel est le rôle de chacun dans ce collectif, quelles sont les relations de solidarité et de complémentarité que l'on a entre nous, quel rapport à l'autorité s'il y en a une, enfin des choses comme ça. Donc, comme collectif, je dirais d'un niveau commun, c'est toute une série de questions
éthique qui porte sur le collectif lui-même comme opérateur éthique, si je puis dire, comme groupe ayant à affronter les questions. Euh, c'est pour ça que je suis, ce qui m'amène à être un tout petit peu gêné de limiter ça au fait de supporter, même si ça fait partie évidemment de la réalité d'aujourd'hui. J'aurais tendance à dire que c'est plus constitutif et plus commun que le fait de devoir supporter des situations extrêmes. C'est plutôt oui, une réalité quasiment, quasiment systématique, je dirais. Mais je ne sais pas si. Pour réagir. C'est très clair, oui. Pardon, Romain Luto. Ouais. Oui, pour prolonger, c'est aussi, je serais plutôt d'accord. C'est-à-dire, je pense pas que ça soit une question de réassurance, c'est-à-dire de rapport éthique. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que mon comportement est un écart par rapport aux normes de mon collectif local, de mes confrères, des universitaires, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faudra aussi enquêter, c'est quelque chose nous on se pose toujours la question du rapport aux recommandations, comment les recommandations elles sont en fait retravaillées parce que on s'est rendu compte que très peu de médecins en fait en tout cas, l'idée que les recommandations, on avait des préconisations de la DGS, des mails de l'ACPAM, du Conseil de l'Ordre, mais en fait, on se rend compte que la plupart de ces recommandations n'étaient pas du tout, étaient plutôt digérées par des différents collectifs intermédiaires. Ça pouvait être par des groupes WhatsApp, ça pouvait être par la maison de santé, ça pouvait être par des mailing lists d'universitaires avec des individus qui étaient plus en avant sur le décryptage des dernières recommandations. Et donc, en fait, il y avait quand même énormément d'étapes avant qu'un praticien finalement s'approprie une recommandation et l'applique. Après, il y avait aussi donc en fait, je pense qu'il y aurait une cartographie à faire. Donc sur Marseille, il y avait effectivement le groupe de WhatsApp des médecins marseillais. Comme il n'y avait pas suffisamment de place, après ils ont dupliqué ça. Il y avait les communautés professionnelles territoriales de santé qui ont un fonctionnement à l'échelle de plusieurs arrondissements de l'ensemble des professionnels de ville. Et en fait, après, voilà, il y avait les réseaux beaucoup plus locaux. Moi, je suis dans une maison de santé pluriprofessionnelle, donc on avait à nouveau un groupe où on se partageait les recommandations. Donc en fait, tout ça était quand même digéré par. Il n'y avait pas, voilà, c'était pas directement. On regarde ce que la DGS nous propose et on voit comment on l'applique. Et ensuite, il y a quand même moi, je mettrais dans tout ça aussi les patients, c'est-à-dire qu'il y avait la collégialité. C'était aussi, quelque part, je le mettrais pas en opposition comme des choses qui seraient des sphères hermétiques, c'est-à-dire le patient était il y avait quand même un phénomène où il fallait systématiquement discuter la question de la durée de l'éviction, de l'arrêt de travail. Et les patients, ils lisaient à peu près les mêmes contenus et les mêmes recommandations que les médecins. Donc, c'était intéressant comment, à chaque fois, c'était des espaces négociés dans lesquels aussi il y avait le patient aussi participé à cette discussion-là. Avec, je pense, des situations où des fois, c'est peut-être le patient qui pouvait dire, ben, il y a ça qui est sorti cette semaine, il y a eu un changement. Enfin, moi, j'étais confronté à ça au cabinet, donc voilà, si je peux réagir, c'était. Merci Romain. Est-ce que Jean-Philippe, tu as redemandé la parole, je crois, ou alors c'est ça? Ou c'était une erreur de manip? Alors, peut-être Clément. Oui, bah, plus moi, donc Romain, ça, c'est ta double casquette hein, de médecin et d'anthropologue. Bah, c'est vrai que ça, c'est les propos qu'on me rapporte. J'ai pas pu assister à des réunions collégiales dont on m'a parlé. Bien sûr qu'il y en avait quand même dans tous les services, hein, que ce soit au niveau d'un hôpital, au niveau d'une spécialité ou plus large encore. Après, je pense qu'il y a cette dimension peut-être de se rassurer aussi, mais ces espaces, il faut aussi les voir. Donc ça, Romain, tu l'as un peu dit, hein, comme des espaces négociés aussi, des espaces de mise en commun, des espaces qui sont en soi peut-être aussi des espaces de production de connaissances, des espaces critiques sur les recommandations, des espaces d'ajustement, des espaces peut-être aussi de production de valeur.
Et après, d'une façon peut-être plus pragmatique, c'est aussi des espaces où finalement, de réseau où on va décider de est-ce qu'on construit, on met en place tel protocole dans le service, comment on est en lien avec les autres services, comment on s'organise dans la réponse organisationnelle aussi à la crise pour diriger les patients, pour prendre en charge tel ou tel. Donc il y a un peu toutes ces dimensions, à mon avis, parce que là, c'est vrai que moi, j'ai parlé surtout de l'incertitude médicale, parce que c'est ce que ce médecin m'a clairement exprimé, et voilà ce que je voulais faire part avec le prisme que j'ai utilisé. Mais voilà, il me semble qu'il y a toutes ces dimensions aussi qui sont à prendre en compte pour penser tous ces collectifs, en fait. Oui, si je peux. Non, non, si je peux juste une toute petite réaction, c'est pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant. Je pense effectivement qu'il y a quelque chose d'un peu, et qui est très important, il me semble, dans le cadre de la crise actuelle, quelque chose d'un peu volontariste dans une approche de type pragmatique, que de considérer en fait la matrice collective de l'expérience. D'aller chercher un peu volontaristement, je dirais presque, cette matrice collective de l'expérience. Juste une toute petite, un tout petit exemple aussi. Par exemple, dans quelque chose qu'on peut imaginer de très technique, c'est le report des soins dans un hôpital qu'on pourrait se dire essentiellement à confier aux experts de ces arbitrages. Il y a plusieurs expériences qui nous ont été rapportées que dans une perspective beaucoup plus négociée avec les patients, justement, ça s'était extrêmement bien passé et sans doute mieux passé que dans des endroits où c'était un peu unilatéral. Euh, donc voilà, je trouve en termes éthiques, d'une certaine manière, ce type d'approche pousse à chercher le caractère matriciel, le caractère collectif de la matrice expérientielle de ce qui se joue. Oui, c'est ça, peut-être juste pour rebondir, c'est en fait, de par l'importance de l'épidémie, ça a pris forcément dans le collectif parce qu'on ne pouvait pas répondre aux conséquences sur le système hospitalier, sur la prise en charge, juste au niveau d'un service, et on était obligé finalement de répondre, même pas au niveau d'un hôpital, mais au niveau d'un réseau d'hôpitaux, etc. Donc finalement, le collectif, il a été engagé même volontairement, mais peut-être même involontairement dans cette pandémie, puisqu'elle nécessitait finalement une réponse collective de par son ampleur, finalement, tout simplement. Rebondir aussi une dernière fois sur parce que moi je m'y suis finalement très peu dans mon propos, dans ma présentation sur la notion d'expérience. C'est vrai que cette fragilité, ces controverses scientifiques, cette incertitude qui était à la fois scientifique, clinique, thérapeutique, c'est quand même, quand je parle de l'evidence-based medicine, sur une médecine fondée sur la preuve, on était face à une absence de preuve. Il y a eu un retour justement de l'EBM. L'avènement de l'EBM, c'est quand même contre l'expérience clinique du médecin qui peut être sujet à des erreurs. Et là, il y a eu, je trouve, un retour où chacun, en fait, je pense qu'il y a eu un petit bonheur de certains médecins, de cliniciens, en retour à la clinique, de se fier, alors pas forcément juste à son expérience individuelle de clinicien, mais à l'expérience collective, c'est-à-dire il y avait des retours de terrain, tel traitement là actuellement sur les effets secondaires des vaccins, il y a la campagne de vaccination, et en fait c'est ces expériences singulières qui sont agrégées, qui sont partagées. Alors, il y a le rôle maintenant des réseaux sociaux, mais il y avait vraiment, en tout cas, effectivement, la gestion de la crise, elle s'est faite, le guide, ça a été de l'intérieur de l'expérience, avec cette sorte de navigation un peu à vue, depuis l'intérieur depuis l'intérieur de l'espace clinique, finalement. Donc là, c'était juste pour rebondir là-dessus, c'est effectivement, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, l'expérience est au cœur justement de. Il faut il faut documenter, continuer à documenter les expériences des soignants, des médecins, des collectifs, des patients pour comprendre un peu comment les décisions ont été prises, les mauvaises décisions parfois. Et donc voilà, nous c'est ce qu'on essaie de faire. Et alors maintenant il y a la notion un peu d'audit, c'est-à-dire qu'à un moment donné tout ça va se tasser, il y aura des retours. Il y a la question des essais cliniques, mais là en ce moment ce qui se met en place aussi c'est une sorte d'audit de pratique. Moi, je participe à ce projet sur des audits de pratique sur le parcours en préhospitalier, voir là où on a
pas très bien fait, ce qu'on peut améliorer, voilà, la gestion de la téléconsultation. Je pense qu'il y a eu quand même, voilà, il y aura un état des lieux, un bilan dans un an où on pourra justement interroger, voilà, les chemins qui ont été peut-être délétères pour certains de nos patients. Ouais. Alors, j'ai une autre remarque, mais qui prolonge un peu. Attendez, si je retrouve mon document. Oui, parce que j'ai noté Clément, mais en même temps, ça faisait écho à d'autres choses des deux autres présentations. Ton, le passage de ta présentation où tu parles de l'expérience du jamais vu. Et notamment du fait que on n'avait jamais vu des patients avec un taux de saturation si bas avoir des signes cliniques aussi positifs, si je puis dire. Euh, je trouve que en creux, cette expérience du jamais vu, elle révèle quand même qu'il y a des attentes qui sont. Bon, c'était peut-être pas un scoop, hein, c'est pas très révolutionnaire, mais quand même qu'on s'attend que des patients avec une saturation très basse soient très mal cliniquement, et ces attentes, finalement, elles demandent des référentiels qui permettent de réagir face à ces situations. Ici, on a une expérience complètement inédite qui ne fait pas sens, comme tu dis, et d'un seul coup, il semblerait que les référentiels dont on dispose ne soient plus adaptés pour réagir face à ces situations. Mais ce qu'on pourrait dire d'un autre côté, c'est que ça révèle l'importance des référentiels, paradoxalement, parce que pour qu'il y ait du jamais vu, il faut qu'il y ait du déjà vu, donc il faut qu'il y ait des référentiels qui fonctionnent. Parce que s'il y avait que du jamais vu, ce ne serait pas du jamais vu. Enfin bon, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais euh, alors j'aimerais que vous réagissiez un peu sur ce que finalement ce recours inédit à l'expérience, euh, cette incertitude radicale qui a été vécue, dont tu parlais, Jean-Philippe, qu'est-ce qu'elle nous apprend finalement sur l'importance des référentiels, donc de l'evidence-based medicine, mais pas seulement, de l'ensemble des normes guident la pratique du soin, depuis les connaissances jusqu'aux aspects les plus techniques. Donc peut-être que vous réagissiez un peu sur cette question des référentiels, du standard, chacun de vos points de vue. Ouais, peut-être, Paul Loup, je peux prolonger la question, et puis je sais pas après si Romain, Clément ou Jean-Philippe voudront répondre, mais ta question me semble vraiment au centre de la problématique de ce soir, qui est finalement, bon, il y a la question du lieu de la production des connaissances, mais il y a aussi la question du lieu de la production des protocoles ou des recommandations, et notamment le rapport entre ces protocoles, ces recommandations et l'expérience. On a une idée très top-down des protocoles, hein, qui viennent par le haut, qui s'imposent, et il y a le processus de digestion, hein, qui a été très bien décrit par Romain, hein, c'est-à-dire effectivement c'est ce qui vient par le haut, ensuite ça passe tout un tas de filtres interprétatifs, tout un tas d'adaptations locales, etc. Mais peut-être qu'ici il y a un autre phénomène, et c'est une question, hein, je ne sais pas, mais il y aurait finalement peut-être une production bottom-up des protocoles, c'est-à-dire alors qui prennent pas forcément peut-être la forme de recommandations d'ailleurs, hein, mais qui sont de cet ordre-là, c'est-à-dire de l'ordre d'une normativité collective qui impose à une communauté un certain comportement, et qui parfois s'écrit pas.
Et voilà, donc je me pose la question finalement du renouvellement du registre ou du genre du protocole dans un contexte d'incertitude, et notamment là où l'expérience collective devient en fait une source de production, ce qui d'ailleurs, elle est toujours, hein, c'est-à-dire que tout protocole trouve source à un moment donné dans un non-standard, dans une pratique qui a été observée, voilà. Mais peut-être ici, cette dépendance des standards aux non-standards devient peut-être plus criante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Je vais peut-être essayer d'amener quelques exemples, mais il y a eu vraiment ce fonctionnement très, effectivement, euh, très horizontal, c'est-à-dire, par exemple, sur sur des expériences très très locales où en fait c'était agrégé et en même temps ça arrivait, je pense, après au niveau des sociétés savantes. Donc par exemple le retour au départ des anosmies, des ORL, hein, ça a été plutôt dans l'est de la France. La forme un peu abdominale avec la diarrhée, c'était plutôt dans des EHPAD. Donc nous on me disait très rapidement, ah, dans tel EHPAD ils sont tous positifs, ça prend la forme plutôt une forme abdominale et en fait du coup ça à nouveau, ça a impacté la clinique un peu, la compréhension clinique du Covid. Et de la même manière, après, il y avait vraiment un système D. Voilà, je pense qu'il y aura des études qui montrent que, par exemple, ces fameuses communautés professionnelles territoriales de santé qui sont censées organiser le territoire, qui étaient balbutiantes. On était en train d'étudier ça avant le Covid, qui n'était pas encore structuré. C'était censé être des organisations émergentes. C'était voulu comme tel par l'exécutif. Et ben à l'occasion du Covid, et ben comme il a fallu s'organiser, ces organisations, et ben elles ont maturé. Très très rapidement et du coup nous dans nos territoires dans les quartiers nord de Marseille, c'était une infirmière qui était à la tête de cette organisation où il y a le CHU, la mairie, il y a un peu tout le monde hein, qui est dedans et c'est elle qui a organisé les tournées des infirmières, qui a commencé à se dire qu'est-ce qu'on fait avec nos patients qui sont à domicile fragiles puisque d'un côté il y avait les médecins qui voulaient pas se rendre par peur de contaminer et donc il y a eu comme ça je pense des expériences qui se sont un peu organisées de manière spontanée, puis diffusées, et puis collectées. Et je pense qu'il y a eu quand même beaucoup plus d'allers-retours avec justement l'ARS et après au niveau national. Après, je pense qu'il y a un enjeu aussi pour nous disciplinaires. Je suis médecin généraliste, c'est que clairement, par rapport aux Anglais notamment, c'est qu'il y a eu un manque. Alors, on a essayé de s'organiser avec les logiciels médicaux pour essayer de collecter de la donnée sur la clinique des patients vus en ville, puisqu'en fait, c'est pas les mêmes patients quand même qui arrivent aux urgences ou en réanimation. Et donc, en fait, c'est vrai que je pense que sur ce type de pandémie, il y a toujours comme pour la grippe H1N1, ça c'est une des histoires voilà, qui est quand même répétée par les médecins généralistes, c'est-à-dire l'oubli de la médecine de ville dans la gestion de la pandémie. Et là, maintenant que justement la filière universitaire est en train de se structurer, je pense qu'il va y avoir justement pour cette idée de retour du terrain, c'est un peu les médecins généralistes qui sont dans les quartiers. Voilà, moi je peux prendre plein d'exemples. Hein. Moi, j'ai la communauté des gens du voyage qui sont dans mon territoire. Donc, on avait aussi des compétences sur la manière dont l'épidémie pouvait impacter différemment les différentes communautés. Et tout ça, je pense que c'est la médecine de ville libéral, salarié, peu importe, qui sera justement qui est à même de renvoyer tous ces signaux sur ce qui se passe quelque part dans les différents territoires. Voilà. Donc après, on a été très sollicité, mais avec toujours un peu de temps de retard, parce que les données, elles ont été quand même essentiellement hospitalières hein, pendant toute la gestion de cette épidémie, et même les essais cliniques. Alors maintenant, on nous demande de faire un essai clinique au stade précoce de la maladie, avec différents traitements. Finalement, ça arrive 1 an et demi après, mais voilà, là, c'est sur la table au niveau de la DGS, en fait, d'organiser un essai clinique en ville sur des alternatives juste à la seule stratégie vaccinale. Oui. Voilà. Peut-être moi pour rebondir. Vas-y. Juste rapidement, peut-être pour rebondir aussi ces questions de fonctionnement horizontal ou de protocole bottom-up.
j'ai peut-être des exemples qui me viennent en tête sur quelque chose que je n'ai pas abordé, mais qui est assez central quand même, surtout quand je fais des entretiens avec les infirmiers, infirmières et aides-soignants. C'est la question de l'expérience de la mort, en fin de compte, et de la prise en charge des décès dans les hôpitaux, en l'occurrence, où là, on voit bien qu'il y a eu des protocoles qui sont arrivés d'en haut, encore une fois, des protocoles qui étaient dans un principe de prévention du risque infectieux, hein, où il fallait… les familles déjà ne pouvaient pas venir. Donc là, sur la question de ces normes-là, il y a eu tous les services que j'ai enquêtés, il y a eu des formes de transgression. On a autorisé les familles à venir, un peu au cas par cas, selon la situation des patients, la demande de la famille, etc. Et sur cette question donc, de l'expérience de la mort et la prise en charge des décès, en fin de compte, les infirmières et les aides-soignantes, elles ont été très éprouvées parce qu'il n'y avait pas de les familles, c'était les dernières personnes à voir les corps également. Donc il y avait une forme de responsabilité un peu subie et soudaine. Et il y avait cette question aussi il fallait mettre les corps dans 2 housses successives pour protéger du risque infectieux. Et ensuite, ces housses, elles n'étaient plus jamais réouvertes. Et donc là, il y a eu déjà des expériences, qu'on peut dire, des expériences sensibles, des soignants pour qui c'était très compliqué de mettre en place ces protocoles. Et en plus, après, les familles, les soignants par rapport aux familles, ça crée aussi une situation très compliquée, parce que pour les familles aussi, voir juste la tête de son proche et puis être en contact avec des sacs plastiques, etc. Donc là, très vite aussi, finalement, cette expérience, entre guillemets, de la pratique et par le bas des infirmières et des corps, on pourrait dire paramédicaux en général, elles sont remontées et finalement, les médecins, ils sont plus ou moins arrangés pour transgresser là aussi ou pour s'ajuster différemment au protocole et pas les respecter dans leur entièreté, si je peux dire, voilà. Après, sur la question peut-être des référentiels, sur ce que disait Paul Loup, juste peut-être un exemple un peu inverse de ce que j'ai présenté, sur les corticothérapies, où là justement les médecins sont très frileux parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires pour eux et que on donne pas ça comme ça. Là, les recommandations préconisaient d'en donner, et eux, dans un premier temps, ils ont été réticents à en donner. Et donc, il a fallu un moment avant que beaucoup d'études sortent avec les bons dosages, etc., pour que finalement, ça devienne en fait une prescription quasi en systématique chez tous les patients hospitalisés pour du Covid. Donc là, il y a un peu un effet inverse où il n'y a pas de bénéfice du doute, mais parce qu'encore une fois, il y a cette accumulation d'expérience et on sait que la corticothérapie, pour le coup, en fin de compte, c'est quelque chose qui peut être délétère. Voilà, donc sur ce rapport au référentiel aussi, aux normes, recommandations, comment on peut s'ajuster, transgresser. Voilà. Jean-Philippe, pour le dernier mot de cette soirée. Je vais très vite, mais pour revenir à quelque chose, je trouve cette discussion tout à fait intéressante et la question soulevée par Léo, parce que ça illustre bien la question de la gouvernance, justement. Enfin, un des sens qu'on peut donner à la notion de gouvernance, qui est justement une volonté de rendre plus apparent tout le versant applicatif des normes et les enjeux de l'application des normes ou de rendre compte plus complètement de l'opération normative, dans laquelle très souvent l'interprétation, le versant applicatif est très peu apparent, on le fait très peu apparaître en quelque sorte. Et la discussion qu'on a, enfin la discussion qu'on a à la fois et la situation dans laquelle on est semble assez propice à faire émerger, je dirais, une compréhension plus complète de l'opération normative du point de vue de l'orientation de l'action. Que dans mon vocable, en tout cas, j'appellerais gouvernance. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Il y avait encore plein de questions à poser, notamment celle que tu as reformulée, Jean-Philippe, de la fossilisation de l'expérience ou de la dilapidation qu'on n'a pas vraiment traité. Donc voilà, ce sera pour une autre fois. Merci en tout cas à tous les trois pour vos interventions. C'était vraiment complémentaire et vraiment très riche. Voilà. Bonne soirée à tous. Je ne sais pas si Léo, tu veux dire vraiment le dernier mot. Non, simplement dire que la 9e séance de ce séminaire aura lieu le 3 mars. Elle sera animée par Frédéric Coulet et on traitera des institutions internationales dans cette crise, notamment les institutions comme l'OMS, l'ONU ou le CDE, leur rôle dans la gestion de la crise.
Voilà, merci à tous. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. À bientôt.